tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien malgré les difficultés liées à cette vie que nous impose le régime d'Ali Bongo dans notre beau pays, le Gabon. Mais je voudrais vous dire, tenez bon parce que le meilleur est à venir. Nous nous battons pour que les choses changent. Nous nous battons pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont donné déjà leur vie pour ce pays et je fais partie de ces personnes-là. Je vois des gens qui m'écrivent au quotidien, qui me demandent un peu la procédure à suivre par rapport à l'exil. Je voudrais vous dire que l'exil n'est pas une partie des plaisirs. Vous qui voulez prendre le chemin de l'exil, ce n'est pas une partie des plaisirs. C'est une course d'obstacles à déconseiller aux hypertendus, à déconseiller aux impatients. Parce qu'il faut être patient. Comme je l'ai dit l'autre jour, on sait quand on arrive à l'exil, mais on ne sait pas à quelle période on repart. On peut rester en exil toute la vie, surtout dans des pays où les mandats ne sont pas limités. Vous savez, le Gabon, on a tout fait, mais on n'a pas limité le mandat présidentiel. Et ça, c'est un grand problème. Je pensais que les gens qui étaient allés au dialogue dînatoire d'Agongé allaient se pencher là-dessus pour voir le problème des mandats, la limitation des mandats. C'est une impérieuse nécessité. Parce que l'horizon est obscurci pour les exilés. Lorsqu'ils voient un peu comment les choses stagnent au Gabon, parce qu'on se dit à quel moment ça va changer, à quel moment on va rentrer. Et on subit au quotidien des pertes dans nos familles, il y a des parents qui meurent. Ce soir, j'ai un sentiment particulier pour un gouvernement total qui n'a pas pu rentrer au Gabon, enterrer sa mère. Donc, vous voyez, ce n'est pas une partie de plaisir. En exil, on subit comme en prison, peut-être pire qu'en prison. En prison, vous avez la visite des parents, vous êtes dans votre pays, vous êtes sur votre territoire. Mais ce n'est pas le cas en exil. En exil, vous êtes seul face au destin. Et chaque jour, vous le vivez comme le dernier. Parce qu'il n'y a pas que des persécutions. Les exilés meurent aussi de chagrin. Chagrin parce que l'exil est une course d'obstacles. Et vous savez à quel moment vous êtes arrivé, mais vous ne savez pas à quel moment vous devez repartir. Ils sont nombreux, les réfugiés africains, qui sont morts en exil parce que tout simplement, les régimes qu'ils combattaient sont restés là, ad vitam aeternam, se sont régénérés au fil du temps. Et donc ce n'est pas une partie de plaisir. Je vois des gens qui nous disent souvent, vous êtes bien en France là-bas, vous êtes bien aux États-Unis, vous êtes bien dans n'importe quel pays, oui c'est tout. Mais vous n'imaginez pas que c'est une partie de plaisir. Quand vous êtes privé de votre famille, comme moi ça fait 6 ans, c'est déjà 6 ans. Vous imaginez, c'est passé très vite. 6 ans, vous n'entrez pas dans votre pays. 6 ans, vous ne voyez pas vos enfants. 6 ans, vous apprenez qu'un oncle est mort. Vous apprenez qu'une tante est partie. Vous apprenez qu'une soeur est décédée. Vous ne pouvez pas être là pour rendre un dernier hommage parce que la moindre chose qu'on puisse faire, c'est d'accompagner la personne qu'on aime jusqu'à sa dernière demeure. Or, ce n'est pas le cas pour les exilés. Et quand vous subissez ça, ça vous plonge dans une sorte de spleen, dans un chagrin qui peut vous emporter. Il n'y a pas que des persécutions, des régimes. Vous savez, l'Occident, ce n'est pas l'Afrique, où on peut tuer des gens comme on le ferait à Rio, à Tibichos, à Cosmo Park, sans être inquiétés. Donc les gens mesurent d'abord la portée de leurs actes avant de les mettre à exécution. Donc, une menace sérieuse, c'est
le chagrin que auquel vous êtes abonné d'ailleurs. C'est une maîtresse à laquelle on ne résiste pas. Parce qu'au quotidien, vous subissez ça. La semaine dernière, j'ai eu ma tante paternelle, tante Thérèse, au téléphone, qui me faisait ses adieux au téléphone. Elle est convaincue que je ne vais pas la retrouver parce qu'elle est très malade. Et j'ai eu le cœur lourd de chagrin de savoir que ces personnes, toutes ces personnes qui ont guidé mes pas d'enfant, je ne pourrai pas les retrouver quand je vais rentrer. On va vous montrer qu'on a enterré tel à tel endroit, on a enterré tel autre à tel endroit. Ça fait très mal. Et parfois vous posez des questions, mais si toute ma famille est morte, pourquoi je vais encore rentrer là-bas? Parfois vous réfléchissez à cette possibilité de prendre la nationalité du pays d'accueil et de rester dans ce pays pour toujours fonder une nouvelle famille, s'établir de manière définitive. Ça, ces idées ne peuvent pas manquer de nous traverser l'esprit. D'autres chagrins, c'est le compagnonnage, le mauvais compagnonnage. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens qui, en temps normal, ne vous auraient pas côtoyé. Parce que en exil, on perd sa valeur. On est tous confondus à se déplacer économique. Alors qu'on sait que dans votre pays, vous avez été quelqu'un d'intègre, vous avez été une personnalité. Quand vous voyez Alfred Ndiabanda, mais quand il est dans sa ville là-bas, on ne peut pas imaginer que ce type a occupé de hautes fonctions, qu'il a été directeur général de la marine marchande. Quand vous voyez Alfred Mabika dans sa ville, on ne peut pas imaginer que cet homme-là a été président directeur général de Gabon Post. Quand vous me voyez, vous ne pouvez pas imaginer que j'étais directeur de la rédaction, le plus grand poste dans un journal, dans une rédaction. Mais on nous confond parce que, naturellement, les Blancs ont toujours ces idées préconçues sur nous. Quand ils nous voient passer, ils disent que c'est tout ce monde-là qui vient nous gêner dans notre pays. C'est à cause de tout ce monde-là qu'on ne vit pas à l'aise chez nous. Et ça fait mal. Le compagnonnage aussi avec les amis que vous rencontrez en exil. À temps normal, ce sont des personnes que vous n'aurez pas dû côtoyer parce que vous êtes souvent soumis à cette déprime. Vous êtes obligé donc de fréquenter certaines personnes. Je vous assure que je ne sais pas par quelle force j'ai fait pour ne pas boire, ne pas prendre de l'alcool. Vous voyez, je suis l'homme le plus persécuté dans l'échiquier politique national. Je suis l'homme le plus persécuté, le plus combattu. Même Ali Bongo qui a détruit le Gabon n'est pas combattu comme le combat. On voit mon ombre partout. On pense que j'ai même le don d'ubiquité. Chaque matin, mon nom est devenu presque un chewing-gum pour certaines personnes. S'ils ne m'ont pas insulté, pour avoir un semblant d'existence, ils ne verront pas. Et vous subissez ça quand vous regardez la personne qui vous insulte même. Vous dites, mais est-ce qu'à temps normal, cette personne aurait croisé mon chemin? La preuve, c'est que nous avons été dans le même pays pendant un temps. Mais on ne s'est jamais vu, on était dans le Gabon. C'est un petit pays de 2 millions d'habitants, mais on ne s'est jamais retrouvé. On se retrouve en exil, on se retrouve avec ces personnes-là, et puis tout le monde est confondu. Un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Et ça aussi, ça donne un chagrin qui peut tuer. Vous êtes vilipendé, vous avez vu comment on a vilipendé Maître Fabien Méré. Vous avez vu comment on a vilipendé Fabien Méré sur la toile. Matin, midi et soir. On l'a d'abord tué. On a d'abord tué son nom. Et c'est la même chose que les gens font avec moi. Ils reçoivent quelques subsides du régime. Ils le font. Donc, à l'intérieur de ce combat principal, que la libération du Gabon, vous avez d'autres petits combats. Des petits combats qui vous plongent directement
dans le chagrin. Parce que vous dites, mais ce sont mes compatriotes. Parfois, vous vous posez la question, est-ce qu'ils savent que je suis Gabonais comme eux? Est-ce qu'ils savent que j'ai un cœur comme eux? Vous dites, mais ces gens n'ont pas de cœur. Ils savent que vous êtes diminué parce que quand vous arrivez en exil, vous ne pouvez plus être la même personne avec le même équilibre. Non, ça vous change fondamentalement. Parce que vous n'êtes pas dans votre environnement habituel. C'est comme un poisson. Un poisson n'a de force que dans l'eau. Une fois que vous le retirez de l'eau, il n'a plus sa force. Mais ces gens, chaque jour que Dieu fait, ils cognent. Comme si vouloir te précipiter au tombeau va faire d'eux des personnes éternelles. Et certains disent même vouloir libérer le Gabon. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Méry est mort. Est-ce qu'il est allé empêcher, boucher la route de la mort? Mais nous allons le suivre. Ceux qui l'ont combattu aujourd'hui sont où? La vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil. On peut la perdre à tout moment. Et on est donc obligé parfois de se tenir distant. Ça fait mal un peu d'être complètement coupé de son environnement habituel. Et quand tu arrives dans ton nouvel environnement, tu as besoin de te reconstruire. Mais comment se reconstruire avec toutes ces personnes toxiques? Avec ces Gabonais? Je vous assure, l'exil est une grande école pour moi, une grande expérience. Si j'en sors de là vivant, j'irai très loin d'ailleurs. Si je sors de l'exil vivant, j'irai très loin. Parce que ça me force chaque jour. Je découvre la facette de l'homme noir, l'Africain, la méchanceté de l'Africain. Au quotidien, il vous tire vers le tombeau. On est déjà détesté par les Blancs. Mais après, entre nous-mêmes, on se déteste. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Celui qui tue le Gabon, c'est Ali Bongo, c'est Sylvia Bongo, c'est Valentin. Mais comment quelqu'un qui a sacrifié sa vie, il est combattu? Et il y a des gens qui sont là, qui regardent, qui ne disent rien. Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Ou quand la personne est en vie, c'est plein, vous ne dites rien. Vous attendez que la personne meure. Pour comprendre qu'alors qu'il était en danger, il fallait qu'on intervienne. Vous avez vu quand Fabien Mère est mort? Ils étaient nombreux à afficher sa photo, ceux qui le vilipendaient même. Il est un grand combattant. D'autres ont fait même des émissions pour dire que non, c'est un grand combattant, alors que vous l'avez poussé vers le tombeau. Comment voulez-vous qu'on évolue comme ça? On ne peut pas évoluer comme ça. Le pays ne peut pas se libérer. Vous avez provoqué le chagrin. C'est ce chagrin-là qui tue. Avant d'être... Quand on vous a déjà touché mentalement, on vous a touché psychologiquement, toutes les armes qu'on lance sur vous peuvent vous atteindre, vous devenez vulnérable. Mais les gens ne font que ça. Et il n'y a personne, aucun censeur de la morale, pour dire arrêtez ce que vous faites là. Je vous assure que je touche du bois. Si je tirais ma révérence demain et qui m'était donné l'occasion de renaître, je ne naîtrais pas en Afrique centrale. Je naîtrais soit au Mali, soit au Sénégal. Parce que ces pays que j'ai visités, j'ai vu comment les gens savent ce qu'on appelle l'amour fraternel. Mais l'Afrique centrale, nous sommes des démons. Les gens de l'Afrique centrale sont hyper méchants. Regardez la toile sénégalaise. Regardez la toile malienne. Vous n'allez pas voir ce qui se passe, ce qu'on fait au Gabon. Au Gabon, si on vous donne du chagrin chaque jour. Même ceux qui sont censés vous libérer, on fait tout pour... Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Et vous voyez que dans cet environnement, il est difficile de surnager. Parce que vous avez des démons qui sont là.
Ce sont des ténèbres, des forces des ténèbres qui ne veulent pas de la lumière. Moi, je n'ai jamais géré quelque part. Je n'ai jamais géré une administration. Là où j'ai géré, c'est le journal Fait divers. Mais je n'ai pas détourné l'argent, même si j'étais les patrons, parmi les patrons. J'étais le patron des Faits divers, mais je n'ai jamais détourné l'argent. Parce que j'ai une moralité. Je mettais à l'aise mon personnel. Et je leur ai dit, j'avais même dit à mon frère Désiré, vous pouvez lui demander. Même si on n'est pas d'accord sur certains aspects, mais il reste mon frère. Quand je rentrerai au Gabon, nous allons nous retrouver. Parce qu'on a partagé des choses ensemble. Il reste mon grand frère, en dépit de certaines erreurs qu'il a pu commettre. Il est humain, j'accepte. Mais quand nous allons rentrer au Gabon, j'irai le voir. Surtout qu'il a même ma soeur comme femme. Nous avons eu, dans toutes les sociétés humaines, il y a des malentendus. Mais vous pouvez lui demander. J'avais dit il faut que nos agents soient bien payés pour qu'ils ne soient pas tentés d'être corrompus quelque part. Partout où je suis passé, Africa numéro 1, TV+, Journal Union, vous n'allez pas entendre que j'ai détourné quoi que ce soit. Mais c'est quoi cette haine viscérale que les gens mènent? On peut comprendre qu'il y a une certaine jalousie, mais vous avez envié quoi? Un exilé, vous l'enviez? Mais la vie n'est pas rose. Vous ne savez pas ce que j'ai vu au quotidien. Vous n'imaginez pas un seul instant. Mes chagrins, je vous dis, les exilés meurent aussi de chagrin. Je viens, je me présente à vous. C'est normal que je monte une facette, c'est normal que je souris. Parce que j'ai une certaine tenue à avoir avec vous. Mais ça ne veut pas dire que la vie est rose. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. Mais si vous étiez avec moi au quotidien, vous comprendrez que la vie n'est pas rose. Vous avez les persécutions politiques, les persécutions des personnes qui sont à l'intérieur du régime que vous combattez, les personnes qui sont dans votre propre camp. Et vous avez même des persécutions dans votre vie privée. Et c'est le plus compliqué. Vous avez vu comment des personnes ayant partagé mon sang, des personnes avec qui j'ai partagé mon sang, je dis, vous avez vu dans les combinaisons dans lesquelles ces personnes sont entrées pour me refroidir. Vous imaginez ce que ça fait psychologiquement. Vous dormiez avec une personne, mais la personne là était en contact avec vos bourreaux. Vous donnez avec une personne, et cette personne-là avait peut-être un poison pour le mettre dans votre nourriture. Vous savez ce que ça fait psychologiquement? Si j'étais un faible, comme mes amis occidentaux là, j'aurais eu besoin d'un psychologue. Parce que ce que j'ai subi, je ne sais pas combien de personnes l'ont subi dans ces combats. Il n'y en a pas. Vous souffrez dans votre chair au quotidien. Vous souffrez dans votre chair. Vous êtes blessé dans votre âme. Parce que les gens ont juste des intérêts d'ordre pécuniaire. C'est l'argent qui les intéresse. Donc, ils sont prêts à vendre la personne. Donc, vous avez à l'intérieur du combat principal, que la libération du Gabon, vous avez des petits combats même dans votre vie privée. Vous savez, la particularité de l'exil, c'est de détruire votre cellule familiale. Parce que même le temps de regroupement familial est devenu très long. Donc même pour regrouper vos enfants, c'est compliqué. Et avec le contexte du coronavirus que vous connaissez, c'est devenu compliqué. Vous voyez vos enfants grandir, vous n'êtes pas là. Ça donne aussi du chagrin. Et les exilés meurent aussi de chagrin. Vous voyez votre enfant grandir, je vous ai dit, ma dernière fille, Jonélie, j'ai laissé à 1 an. Aujourd'hui, elle a 7 ans, vous voyez. Vous posez des questions, mais tiens. Et il y a cette question lancinante qui revient presque. Papa, tu reviens quand?
c'est compliqué de répondre. Donc vous avez des combats, le combat principal est à l'intérieur des petits combats qui donnent du chagrin. Et c'est pénible. Et c'est le plus pénible d'ailleurs, parce que ça ralentit le combat principal. Puisqu'on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Vous avez des personnes qui vous donnent des céphalées, parfois pour rien. La vie est tellement simple, mais il y a rien qui complique. Nous avons, pour nous les exilés gabonais, nous avons affaire à un régime qui a tous les moyens de nous atteindre. Si ce régime atteint des gens comme André Baobam, comme Pierre Bambundu, comme le Lukakas Nzengi et Tuti Kwanti, c'est que ce régime peut nous atteindre. Nous sommes donc des poussins qui ont vu comment on a égorgé la mère poule. Après ce moment, nous sommes obligés de redoubler de vigilance. Parce que quand on a réussi à partir du Gabon, sortir du Gabon pour se retrouver à l'extérieur, la prudence doit être notre leitmotiv. Et ce qui doit nous animer, c'est le souci de rester en vie pour mener le combat à bout et rentrer au Gabon. Mais malheureusement, vous avez parfois des compagnonnages qui posent un réel problème, des amis qui ne sont pas sincères parce que c'est le propre de l'Africain. L'homme noir n'a jamais été sincère. Je suis doté de cet amour oblatif où je me sacrifie pour l'autre. Parce que naturellement, c'est ce que j'ai appris. Même dans la religion, on dit celui qui donne sa vie à autrui la gardera et celui qui garde sa vie pour soi la perdra. Donc j'ai appris à faire ce sacrifice-là. Mais seulement, les gens ne comprennent pas. Vous avez des gens qui ne cherchent même pas à comprendre. Ils voient 1 jour, 2 jours. Tu n'agis pas. Ils t'envoient seulement des messages. Publie-moi ça, fais-moi ça. Ils ne cherchent même pas à savoir comment toi tu vas. Moi, je n'ai pas besoin de venir vous dire j'ai subi ceci, j'ai subi cela, ou j'étais malade comme ça. Parce que ça va faire la joie de mes détracteurs. Parce qu'ils aimeraient me sentir mal. Ils aimeraient me sentir mal. Mais vous pouvez, ne serait-ce que par l'expression faciale, comprendre que cette personne n'est pas à l'aise. Vous savez, parfois on perd certaines personnes parce qu'on manque d'attention. Même si la personne est en danger, vous banalisez. Fabien Mère était en danger, il ne parlait pas beaucoup. C'était un avocat, il ne parlait pas beaucoup de lui-même. Mais on voyait qu'il souffrait au fond de lui. Mais les Gabonais, ils sont déshumanisés. Je ne sais pas si c'est le régime de Bongo qui les a déshumanisés. Ils n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus de cœur. Et il n'y a pas que les Gabonais, les Africains, sur l'Afrique centrale. Je vous assure, il y a des pays pourris, c'est les pays de l'Afrique centrale. Le Gabon, le Cameroun, le Congo, Kinshasa, le Congo, Brazzaville, la République centrafricaine, le Tchad, c'est des pays pourris. En Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui me dégoûte. Ce pays aurait pu même se trouver en Afrique centrale, c'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, presque, se comportent comme les gars de l'Afrique centrale. C'est des clashs, c'est toujours en train de chercher les problèmes aux autres. Je vous assure que ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire devait le retirer de l'Afrique de l'Ouest pour le mettre en Afrique centrale. Les mêmes agissements. L'agissement des Gabonais, l'agissement des Camerounais. C'est tous les clashs, toujours en train de chercher noirs aux autres. C'est terrible. La méchanceté. Il y a une amie qui me racontait une histoire, aujourd'hui même, qui illustre la méchanceté. Et ça, c'est une histoire qui donne du chagrin. Elle m'a raconté l'histoire qui s'est passé à Pont-Sainte-Maxence. Pont-Sainte-Maxence, c'est dans le département de l'Oise. Elle allait au travail et elle a fait la connaissance d'une ressortissante de la République démocratique du Congo, donc l'ex-Zaïre.
Et cette dame, dans le train, il n'y avait que 3 noirs. Le reste, c'était des blancs. Et elle s'est mise à se vanter qu'elle était partie avec toutes ses soeurs, aller bastonner sa belle-sœur. Elle s'en vantait dans le train. Et les blancs la regardaient. Et on l'a bastonné bien. On l'a bastonné à 100. Mais malheureusement, quand la police est venue, la police n'a même pas pris notre plainte. Donc, elle va regrouper ses soeurs pour aller bastonner la femme de son frère. Mais dans quel intérêt? Est-ce qu'elle deviendra la femme de son frère? On dit chez nous que on n'enlève pas un chien d'un tas d'excréments. Parce que tu ne mangeras pas les excréments là. Elle se vantait et les blancs nous regardent et ils vont dire, mais au fond d'eux, quand ils ne parlent pas, ils ont des regards parlants. Ils vont dire, mais voilà, c'est des sauvages, comment ils peuvent aller recruter des soeurs, aller bastonner sa belle-sœur? Donc, quel est l'intérêt de la femme de son frère? Quand les blancs descendent, quand ils vont au travail, quand ils sont même en pause café, ils vont parler de ces sauvages africaines. Vous avez entendu dans le train. Donc, voilà la méchanceté. Ça, c'est l'Afrique centrale. Une autre histoire, ça s'est passé. Ça s'est passé, et cette fois-ci, ça a toujours, excusez-moi, je ne fais pas une fixation sur ces pays, en RDC. Ça s'est passé la semaine dernière, l'année dernière. Une dame vivant avec son mari, en Belgique. Et le mari avait une maîtresse au pays. Et elle avait découvert, on ne sait pas par quel miracle, à chaque fois que le mari allait là-bas, elle se mettait avec la maîtresse. Et elle a surpris le mari là-bas, un voyage inopiné. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a pris position dans leur maison qu'ils ont construite. Le mari était sorti avec le copain, elle a la copine. Et après, elle a déposé la copine chez elle. Et rentré, quand elle rentre, il trouve la femme à la maison. La femme n'a pas prévenu. Bon, c'est normal, sa femme, elle peut arriver n'importe comment. Et après, la femme prend le téléphone, puisqu'elle savait qu'elle avait déjà une rivale. Elle prend le téléphone, et après, elle envoie un message à la maîtresse pour faire semblant, comme pour se passer pour le copain, pour dire viens à la maison s'il te plaît. J'ai une belle surprise pour toi. Et quand la copine est venue, elle l'a fait séquestrer pendant plus d'une semaine. L'a fait bastonner, a même pris de bois pour mettre dans son sexe. Voilà la méchanceté de l'Afrique centrale. Elle a bousillé l'appareil génital de la rivale. Ça se passe. Ça s'est passé au Gabon aussi. Patience Dabani l'a fait. Elle a fait ça à une dame de Congo, Brazzaville. Ça se passe au Cameroun, où on va même jusqu'à profaner les tombes. Donc vous voyez la méchanceté de l'Afrique centrale. Et quand vous avez des gens de... Comment voulez-vous qu'en exil vous puissiez être en paix quand vous côtoyez des personnes qui ont la méchanceté? C'est un sérieux problème. Ça nous donne du chagrin. Même si ça ne me touche pas directement. Mais je suis meurtri dans mon âme de savoir que les gens posent ce genre d'actes. Je dis pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de méchanceté vis-à-vis de son semblable? Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Et c'est pourquoi on est parfois seul. Ce n'est pas une situation enviable. Vous pensez que je n'ai pas envie d'être en famille? Moi qui suis né dans une grande famille, moi qui ai grandi dans une grande famille, demandez à la famille du général Ismaël Pira, j'ai grandi dans cette famille. Vous pensez que ça me fait plaisir, 6 ans de solitude? Ça ne me fait pas plaisir. Parce que les exilés meurent aussi de chagrin. Quand on est seul, on a le chagrin. Quand on est loin de sa famille, on a le chagrin. On ne peut pas. On a une joie qui peut arriver, mais elle est fugace. Elle est passagère. On a quelques moments de joie, mais après on replonge. On replonge dans la tristesse, dans le spleen. On se dit, mais tiens, jusqu'à quand ça va durer? Et quand on est dans les possibilités de se rendre dans son pays, ça fait plus mal encore. Et quand on ne trouve pas de bons amis, de bonnes fréquentations, ça alourdit ce chagrin-là.
Ces chagrins s'accentuent quand vous ne trouvez pas de bons amis. Quand vous êtes obligé d'être seulement avec les blancs, par exemple. Mais ce n'est pas la même chose. Vous ne parlez pas des mêmes choses, ils ne connaissent pas votre pays. Donc, les exilés meurent aussi de chagrin. Le chagrin omniprésent en exil. Vous êtes obligé de devenir parfois, vous-même être parano, que d'être imprudent, parce qu'on a moins de petites erreurs, on la paye cash. Donc, moi, je fais ma part. Je suis incompris. Ça aussi, ça donne. C'est une source de tourment, une source de chagrin. Être incompris. Que quand tu suggères quelque chose, on ne t'écoute pas. Quand tu dis faisons ça, on ne t'écoute pas, ça fait mal. Que ce soit dans tous les domaines, le domaine politique, même sur le plan sentimental. Quand tu es incompris, ça pèse. Parce qu'en réalité, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu au Gabon, savent que je suis quelqu'un de simple. Ceux qui m'ont côtoyé, demandez aux journalistes de nos éditions. Demandez à ceux qui ont travaillé avec moi à Faits divers. Ils vous diront que c'était un patron exceptionnel. On ne savait même pas qui était le patron là-bas. Parce que j'ai abandonné mon bureau pour être avec mes collaborateurs. Nous étions tous en jean, polo. Parce que moi, je n'ai pas grandi avec des histoires de titres, machin, ronflant. Non. Et on m'a souvent dit, même à l'école, je vais être simple pour avoir l'information facilement. Mais quand je suis arrivé en exil, vous n'imaginez pas. On me fait passer pour ce que je ne suis pas, ça pèse. Ça pèse. Mon cœur a saigné même une fois, écoutez. Quelqu'un dire, tu es seul parce que tu as le démon des célibats. On te juge trop vite parce qu'on ne te connaît pas. Ok, on concède ça parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est mieux de connaître la personne avant de juger la personne. Démon de célibat. Vous avez vu vous-même ce que je suis en France là. Imaginez-vous que les femmes qui m'ont vilipendé là sur la toile là. Imaginez-vous que j'avais pris ces femmes-là, l'une d'elles pour mettre à la maison, en faire ma femme. Mais je ne serai plus de ce monde. Parce que les régimes dictatoriaux utilisent les femmes pour atteindre un homme. Vous-même, vous avez vu. Vous avez vu vous-même que si j'avais commis cette erreur, je ne serais plus de ce monde. Si je suis en vie aujourd'hui parce que tout simplement, j'ai redoublé de vigilance. Je me suis dit, il faut que je observe d'abord. Si j'avais fait l'erreur de mettre parmi ces personnes qui m'ont vilipendé sur la toile, pour dire bon, j'en fais ma compagne, on reste dans la même maison. C'était fini, c'était une porte ouverte pour le régime du Gabon. J'apprends que les gens défilent même à l'ambassade là-bas pour aller voir Jean, pour prendre un peu d'argent, pour chercher à savoir où je vis. Donc comment voulez-vous? Et quand on a subi ça, vous pensez que c'est facile pour un homme de faire confiance encore même à une femme? Facilement. Quand vous avez subi ce que je suis, comment on ne peut pas comprendre que j'ai subi ces choses-là? Et que ça m'a permis d'ouvrir davantage les yeux et surtout de faire preuve de circonspection. Mais ça, on va te juger. On va dire tu es seul parce que tu as le démon de célibat. Personne ne peut vouloir vivre seul. Je vous fais une confidence. Il y a 2 jours, puisque beaucoup veulent entendre ça, il y a 2 jours, je suis tombé malade. J'ai saigné du nez. J'ai dû appeler le SAMU la nuit. Mais j'ai pris la peine d'appeler quand même. J'ai une mère, si Dieu merci. Dieu a mis sur mon chemin une maman, qui est ma mère aujourd'hui, qui m'appelle au moins 4 fois par jour pour prendre de mes nouvelles. C'est maman Raïssa. Je voulais dire merci à cette dame qui a un grand cœur. Je l'ai appelée pour dire, je suis malade, je saigne du nez. On m'a emmené à l'hôpital. On a trouvé que j'ai la neurasthénie.
que j'ai une mauvaise circulation de sang. Parce que le premier poison que j'avais absorbé là, ça bouchait des parois. Donc, j'ai saigné du nez. Si vous voyez les photos, c'est dégueulasse, je ne vais pas vous les montrer, c'est sale. Mais imaginez-vous que si je n'avais pas ce réflexe d'appeler le SAMU, je pouvais mourir. Les gens vont voir un jour, 2 jours, ils s'en foutent. On ne le voit pas. Les autres vont être contents de ne pas me voir sur la toile, puisque leur objectif c'est de m'éteindre. Mais il peut arriver aussi un malaise où je ne suis pas dans la capacité d'appeler. Et quand vous êtes seul, c'est compliqué. Donc ça ne fait pas plaisir d'être seul. Ce n'est pas des gaietés de cœur qu'on vit seul. Mais parfois on dit comme, vaut mieux être seul que de mal accompagné, parfois. Parce que le genre que vous avez vu là, si j'avais mis ça à la maison, je serais mort déjà. Je vais vous faire une confidence. Vous vous en doutez, on n'arrive pas à ce niveau de combat par hasard. On n'arrive pas à ce niveau de combat par hasard. Et quand on est à ce niveau de combat, il y a une certaine dimension spirituelle qui s'est développée au fil des ans et même des épreuves. Donc, j'ai un scanner. J'ai un scanner. Quand je regarde une fille, je dis celle-là peut m'apporter des problèmes. Si je passe une nuit avec une femme, une seule nuit avec une femme, je peux savoir quelle est la nature de cette femme. Et elle ne reviendra plus jamais. Parce que j'ai déjà un esprit, enfin un génie, qui va entrer en conflit avec cette femme-là. Donc elle ne reviendra jamais pour une deuxième nuit. Et c'est ce qui m'a sauvé. Mais si tu reviens une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, tu fais 1 mois, 2 mois avec moi, c'est que ce génie qui est une femme est devenue ta copine, t'as accepté. Maintenant, il faut poser, après, des actes pour garder cette camaraderie, cette amitié. Mais j'ai scanné quand je suis arrivé. Moi, mais je savais. Vous savez vous-même que je prenais, quand je dors, je prends la clé de la maison. Je la retire, je la cache quelque part. Parce que je sais que ce régime peut passer par la partenaire là, pour ouvrir la porte, pour simuler une agression. Me refroidir, et puis elle va faire semblant de paniquer, appeler la police, alors que c'est elle qui aura ouvert la porte. Ça, j'ai failli la voir là où j'habitais aux Yvelines. Donc, et vous avez des gens qui ne vous comprennent pas. Ils vont vous juger, vous avez le démon de célibat, ça fait mal. Oh, il veut encore vivre. Quel vivre? Vous pensez qu'à 42 ans, j'ai envie de vivre encore? Vivre quoi? Et pourtant, j'ai sauté les épreuves de ma vie. J'ai sauté beaucoup d'épreuves. Mon père est mort, et je vous l'ai dit souvent, à l'âge de 15, j'avais 15 ans. J'ai sauté beaucoup d'étapes de ma vie. Je n'ai pas vécu comme les autres jeunes. Parce qu'à l'âge de 15 ans, mon père est mort. Après, je me suis lancé dans la vie active en continuant les études. Je n'ai pas connu les ambiances des boîtes de nuit, fréquenter, aller boire. Je n'ai pas connu ça. Je ne regrette pas parce que ça n'apporte rien. Je connais la vacuité de ces milieux. Mais, j'ai sauté certaines épreuves de ma vie. Je peux dire, bon, je vais me rattraper. Mais il est trop tard. Dans 2 mois, je prends 43 ans. Vous voyez, je suis arrivé, j'avais 37 ans en exil. Donc 37 ans, voilà, 43 ans, ça arrive. Qui est cru? Personne n'a imaginé ce instant que j'allais mettre tout ce temps. Parce que quand je partais du Gabon, les choses bougeaient. On se disait que là, ce rythme va tomber bientôt. Mais voilà, pourtant, voilà, ça fait 6 ans que je suis là. Vous pensez qu'en 6 ans, on n'a pas envie de reconstruire? Mais il y a des précautions à prendre là-bas. Et c'est ça que je prends. Mais je suis incomplet à ce niveau. Les gens vont me juger. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur la toile là. Oh, il attend quoi pour se marier? Mais je ne suis en concurrence avec personne. Il est clair que je vais me remarier, je vais me reconstruire ma vie. C'est possible. Et ce serait en exil. Parce que c'est que quand je vais rentrer au Gabon, si Dieu
me donne longue vie et je crois qu'il veillera sur moi. Ce serait notre destinée. Ce n'est pas une femme que je vais connaître là-bas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une nouvelle femme que je vais chercher. Dans ça, moi, je rentre maintenant au Gabon, je cherche une femme à la hâte. Ou bien, je vais dire aux parents, cherchez-moi une femme au village. Ce stade-là, elle évolue. C'est évident que c'est une femme qui aura fait du chemin avec moi en exil, que je connais déjà mieux, qui deviendra ma femme. Ça, c'est évident. Mais vous allez voir des gens qui vont vous juger. Oh, il attend encore pour se marier. Il est déjà grand. Vous pensez que ce combat-là va avec certains états? Non. Dans ce combat, il y a des priorités. Est-ce que vous avez vu déjà un officier dans une guerre amener toute sa famille au front? Non. Je peux être appelé à bouger tout à l'heure. Si vous pensez que je ne peux pas faire venir mes enfants? Je peux faire venir mes enfants. Parce que le groupement familial existe. Mais avec l'instabilité qui a été la mienne depuis mon arrivée, je ne pouvais pas déménager à tout moment en ayant mes enfants avec moi. Ça devait les traumatiser. C'est pourquoi je dis, ça peut encore attendre. Jusqu'à l'horizon 2023, on verra. Je discutais tout à l'heure avec une pédagogiste qui m'a dit qu'Ali Bongo aura des problèmes pour se présenter en 2023, s'il arrive vraiment en 2023. Donc les choses vont s'éclaircir à partir de 2023. Mais c'est quoi cette pression que les gens vont te faire? Ils te mettent la pression pour te donner du chagrin. Oui, il attend quoi pour se marier? Moi, je ne suis pas en concours, en compétition. Je connais déjà la gestion conjugale. Je suis en compétition avec personne. Et vous savez que je n'étais pas venu en Europe pour chercher la femme. Si la femme que j'avais au Gabon était venue, je n'aurais même pas connu ça. C'est tout ce que j'ai connu là comme Avatar, comme Avani. Au Gabon, on n'a jamais entendu parler de moi. Sur l'histoire des femmes, là, il a fait ceci, il a fait cela, il a détourné la femme. Non, on n'a jamais entendu parler de Molinda. On entendait parler de moi comme un journaliste engagé qui tapait fort sur le système. Mais vous n'avez jamais entendu que j'ai arraché la femme à telle personne. Donc j'avais une femme au Gabon. Maintenant, l'exil a fait que la cellule familiale et conjugale se détruise. Je suis en train de me reconstruire. Ça prend du temps. Vous savez, le foyer est l'œuvre la plus difficile à construire. Le foyer, c'est l'œuvre la plus difficile à construire. Parce que pour avoir tout l'argent du monde, ne pas trouver la personne qui vous sied, la personne qui vous comprenne sans trop d'explications. Je dis bien qui vous comprenne sans trop d'explications. Pas qui vous comprend. Vous connaissez la différence. La personne qui vous comprenne sans trop d'explications. Ça existe. Il y a d'autres, on peut les amener à devenir ça. Parce qu'on n'est pas avec les qualités, on les acquiert. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tolérant. C'est pourquoi je me suis permis souvent là, certaines expériences, d'être tolérant. Je ne suis pas rancunier. Mais les gens cherchent à vous donner du chagrin, à vous stresser. Chaque jour. Oui, pourquoi il est ceci? C'est votre vie, ma vie privée qui vous intéresse, bien c'est le combat que je mène. Ce qui est important, c'est le combat que je mène. Quoi, votre objectif, c'est de vouloir que je meure de chagrin? Puisque les exilés meurent aussi de chagrin. Mais après, qu'est-ce qui en suivra? Fabien Mère est mort. On ne le remplacera jamais. Parce que lui, c'était lui. L'être humain est unique. Pierre Mambundu est mort. Il n'y a plus eu quelqu'un de sa trempe qui l'a remplacé. Il n'y en a pas. Baobam est mort. Il avait ses caractéristiques. Personne ne l'a remplacé. Parce que l'être humain est unique. Donc, les Gabonais ont un problème. Le problème des Gabonais, c'est qu'ils sont de mauvaise foi, comme la plupart des habitants de l'Afrique centrale. Ils ne comprennent pas. Oui, ils font preuve de mauvaise foi. Et c'est ce qui me fait mal dans ce combat. C'est le plus grand chagrin d'être sur une terre hostile avec des personnes qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas. Des personnes qui, à temps normal, ne vous auraient pas parlé. Parce qu'on peut dire,
Bon, toi, tu as été quoi au pays? Tu es Gabonais, ok. Tu as été quoi au pays? Toi qui me parles comme ça. Bon, toi, tu es Camerounais, tu as été quoi dans ton pays? Moi, j'étais ça dans mon pays. Je fais ça, je fais ça. Mais toi, tu as fait quoi dans ton pays avant d'être en Europe? Toi, tu es du Congo, Brazzaville. Tu as été quoi dans ton pays? Toi, tu es du Congo, Kinshasa. Tu as été quoi dans ton pays? Toi, tu es du Tchad. Tu as été quoi dans ton pays? Toi, tu es de la République centrafricaine. Qu'est-ce que tu as été dans ton pays avant d'être... Toi qui veux me donner des leçons. Si on arrivait à ces... Voyez-vous, beaucoup n'auront pas à dire. Donc, je vous dis une chose. Je souffre dans ma chair. Je suis humain comme vous. J'ai des combats sous-jacents que je mène. Parfois qui ne valent pas la peine. Parce qu'ils ne s'imposent pas. Mais je le fais parce que c'est la survie. Quand vous voyez parfois agressif, attaquer de manière frontale ceux qui détruisent le Gabon. Parce que j'ai hâte de voir que ce pays se libère rapidement, que je puisse rentrer chez moi pour ne plus être confondu. Parce que je connais ma valeur intrinsèque. J'ai reçu une éducation, j'ai reçu une construction et qui va avec des principes. On ne peut pas arriver à ce niveau de combat sans pourtant avoir des principes. Sinon, je serais mort, pour vous en douter. Je ne suis pas un sorcier particulier, même si d'aucuns pensent que je suis un sorcier. Parce que je change de visage. Mais demandez aux gens de manger, ils vous diront de quelle famille je suis. J'ai la possibilité, je vous le dis, je ne m'en cache pas parce que vous me posez la question régulièrement. Je change de visage, oui. Je peux changer de visage à tout moment. Je peux changer parfois 3-4 visages par jour. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont des génies. Donc, si vous voulez que le pays se libère, faites un effort d'être humain. Parce que ceux qui sont en exil meurent aussi de chagrin. Quand je vois un type comme Alfred N'Giabanda, je l'ai connu au Gabon, dans le cadre de ses fonctions. Il se trouve aujourd'hui exilé. Et quand il passe dans les rues de Paris, on peut penser que c'est quelqu'un de rien du tout, alors quelqu'un qui a fait de hautes études. Il a perdu sa femme, il n'a pas pu rentrer au Gabon, aller l'enterrer. Vous savez ce que ça fait? Il est même fort, ces messieurs. Il est fort parce que beaucoup n'auraient pas tenu. Et quand on poste une vidéo de lui, vous allez voir un rigolo qui vient venir l'insulter. Quand Alfred Mabika fait ses conférences, vous allez voir des rigolos qui viennent insulter cela. Des gens qui n'ont pas son profil. Mais commençons d'abord par respecter les gens qui ont un profil. Si on veut un pays libéré demain, il faut que nous commencions par être honnêtes, pas de mauvaise foi, en reconnaissant les valeurs qui restent. Il n'y en a plus beaucoup dans ces pays, des gens qui ont des fermes convictions. Les gens, vous pensez que ces gens-là, Alfred N'Giabanda, qui est du Haut-Togo, vous pensez que les gens ne tentent pas de l'approcher pour qu'il rentre au Gabon, même rentrer au gouvernement? Mais il a la personnalité, il refuse. Vous pensez qu'Alfred Mabika, qui est resté longtemps au PDG, qui a participé à construire ces régimes-là, il n'est pas approché. Mais quand vous avez des gens comme ça qui sont en exil, qui ont toutes les propositions, mais qui refusent, c'est parce qu'ils pensent au pays d'abord. Ils pensent au pays d'abord. Donc, ces gens n'ont plus le temps de mener d'autres combats. Quand on les attaque, allez-y les défendre. Allez-y les défendre sur la toile. Parce que ce qui fait mal, c'est de voir n'importe quel petit fumeur de chanvre venir dégoiser les coccygrures, faire la baboune tombante, alors que c'est des gens qui n'étaient rien au Gabon. Passer leur temps à insulter, à salir le combat. D'autres qui s'inventent une vie virtuelle, un semblant d'existence, alors qu'Ali Bongo n'a même pas peur d'eux. Ali Bongo ne les connaît même pas. Ali Bongo connaît les activistes qui le suivent. Il connaît les opposants qui le regardent quand il parle. Donc, je suis venu vous parler à cœur ouvert.
et vous dire que j'ai une plaie béante dans le cœur. J'ai un cœur qui saigne quand je vois le pays être maltraité. Quand je vois le nom du Gabon être trituré aujourd'hui comme un chewing-gum, j'ai mal. J'ai mal de voir l'inconscience de nos compatriotes. Comment ils se comportent. Comment ils font tout pour alourdir le fardeau quotidien des combattants, des rares combattants, des exilés. Parce que tous les combattants ne sont pas exilés, il y a d'autres qui se sont retrouvés. Parce que tout simplement, ils avaient des choses à faire. Le combat les a trouvés là-bas, c'est normal. On pense au pays où qu'on soit. Mais c'est plus difficile pour les exilés parce qu'un exilé ne rentre pas dans son pays. Un exilé politique ne rentre pas dans son pays. Quand les 10 ans là, finissent, c'est renouvelable tant que le régime là est là, tant qu'il y a des risques pour lui. Donc c'est le cas pour moi. J'ai très peu de chance de revoir ma mère. Et elle en est consciente. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui s'est sacrifié, qui s'est déconnecté complètement, est-ce que la récompense c'est ça? Je n'ai pas trouvé ce cœur sensible. Je n'ai pas trouvé cette empathie. Que ce soit chez mes amis, de la lutte que j'ai fréquentée, et même chez certaines personnes qui ont partagé ma vie, je n'ai pas senti cette empathie. C'est pour ça que comment il fait pour tenir avec tout ça? Je sais qu'il y a d'autres qui me disent souvent quand je discute, est-ce que vous vous posez un moment, comment il fait pour tenir? Quand on sait que le chagrin est mon compagnon de tous les jours. Quand on sait que la déprime est la seule maîtresse à laquelle on ne résiste pas. Je suis l'un des rares personnes qui communique avec vous, parlant même de certains pans de ma vie privée. Parce que quand on est homme public, on n'a plus trop de vie privée. C'est pourquoi certains se permettent souvent d'exposer la vie en la construisant à leur manière. Mais c'est vous dire, si vous réussissez à me donner le chagrin qui va me conduire au tombeau, vous ne deviendrez pas immortel. Et si vous brûlez et la forêt et la savane, vous n'aurez plus d'endroit où se coucher. Si vous tuez et le coq, et la perdrix, et le serpentaire, qui va encore vous annoncer le lever du jour. Or, c'est ce que je constate au quotidien. On fait tout pour détruire tout ce qu'on a comme acquis, comme si on voudrait faire en sorte que le Gabon n'existe plus. Parce qu'un pays existe à travers ses enfants, à travers ses fils et ses filles, qui maintiennent le flambeau de l'espoir. Moi, j'ai fait ma part de combat. L'histoire se souviendra de ce combat que j'aurais mené avec acharnement, de ces sacrifices consentis. Moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur seulement de l'état dans lequel je laisserai de nouvelles générations, les Gabonais. Parce que tous font dans du conformisme désormais. Fabien Mère est parti. Si je tombe, vous tomberez avec moi. Si je tombe, vous lâcherez le flambeau. Parce que vous aurez peur. Vous direz, mais si lui qui était très circonspect, qui était prudent, on l'a atteint, c'est que nous aussi on peut nous atteindre. Abandonnons alors. Et ce serait la fin de ces espoirs. Alors que l'espoir fait vivre. Donc, pesez et sous-pesez vos actes, votre méchanceté,
Je dis merci à cette nouvelle famille très restreinte que j'ai obtenue en exil. Parce qu'elle me donne cette lueur d'espoir. Elle me donne le courage, comme j'ai pu vous le dire. Le tam-tam encourage les danseurs. Tout le monde n'est pas que mauvais. Pendant ces combats, j'ai pu déceler des bonnes personnes. Parce que tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont très bien. Et je me dis même que si jamais demain le pays se libère et qu'on accède à une grande destinée, je sais avec qui on peut travailler demain pour ces pays. Parce qu'il y a des bons Gabonais à l'étranger. Des gens qui ont de la construction, qui ont du répondant. Comme des amis qui ne sont pas Gabonais, qui pourraient venir avec nous aussi, nous aider dans leur expertise. Donc, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils sachent que les exilés meurent aussi de chagrin. Il n'y a pas que les persécutions. Quand on est vilipendé matin, midi et soir, et surtout quand on ne se sent pas suffisamment défendu, on peut mourir de chagrin. Quand on est continuellement accusé de choses pour lesquelles on ne se reconnaît pas, on peut mourir de chagrin. Quand on est combattu par ses propres compagnons de lutte, on peut mourir de chagrin. Quand on n'est pas suffisamment protégé, même par la personne qui partage votre vie, on peut mourir de chagrin. Quand on est nié par ses propres frères, parce qu'on est devenu opposant radical, ça donne du chagrin et on peut en mourir. J'espère que Dieu va permettre que je survive à tout ça, à toutes ces choses trappes qui ne manquent pas sur mon chemin. Parce que le Gabon a besoin d'entendre parler d'avenir. Un avenir incarné par une nouvelle génération qui a une vision différente des choses. Une vision du progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. J'ose espérer que malgré toutes ces difficultés, les choses vont changer et que les gens vont comprendre qu'ils se sont trompés des cibles. Et que à la place des cœurs en pierre, on aura des cœurs en chair nécessaires pour cette empathie qui doit faire en sorte que ce qui me fait mal vous fasse mal aussi. Merci. Que Dieu bénisse le Gabon.